qu'est-ce que c'est ce projet dont on veut vous parler aujourd'hui? C'est un projet donc, qui a été initié en 2025 par EIT Food. EIT Food qui est le chef de projet, qui a donc regroupé pour la première fois plusieurs agro-industriels. Je les ai cités, je les recite ici. Donc ils sont Bunge, PepsiCo, Malt Europe et Viking Malt, qui vont travailler tous ensemble avec des agriculteurs, parce qu'on sait très bien qu'un agriculteur ne produit pas qu'un seul type de culture, mais plusieurs types de cultures. Et donc, l'innovation dans ce projet, c'est qu'un agriculteur va pouvoir partager l'ensemble de ces données avec plusieurs agro-industriels. Pour répondre à ce projet, donc, 3 sociétés se sont constituées en consortium. Donc, Secana sur la partie quantification, stratification des sols, MyEasyFarm qui fournit la plateforme de MRV, de Monitoring, Reporting and Verification, et puis Biosphère, donc, qui est l'expert local en Pologne, qui suit le projet, avec également donc, des sociétés locales polonaises qui vont travailler directement avec les agriculteurs. Mais avant de rentrer dans le projet, donc, peut-être qu'il faut redéfinir. Alors, je pense qu'un certain nombre d'entre vous savent ce que c'est que l'agriculture régénératrice. Et je me suis permis de mettre quelques slides juste pour avoir à l'esprit ce que c'est que l'impact de l'agriculture aujourd'hui d'un point de vue agriculture régénératrice. Donc, on le sait probablement tous aujourd'hui, mais l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. Ça, c'est effectivement l'impact aujourd'hui. Que ce soit à travers de la réduction la réduction du stockage de carbone dans le sol ou dans les émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Aujourd'hui, l'agriculture, c'est 20% des émissions de gaz à effet de serre. L'agriculture, c'est également un gros impact sur la santé des sols. Aujourd'hui, on en parlait avec Nicolas, 60% des sols sont dégradés. Pourquoi? Parce qu'on a pratiqué une agriculture intensive pendant les 50 dernières années. Et donc, on ne peut pas continuer à travailler en agriculture intensive telle qu'on l'est aujourd'hui. Donc, il faut absolument changer ce genre de choses. Ensuite, on a perdu, en une génération, donc en 30 ans, on a perdu 75% de biodiversité. Si aujourd'hui, vous avez moins de moustiques sur vos pare-brises, si vous entendez moins les alouettes dans les champs, bah c'est beaucoup lié quand même au fait qu'on a utilisé dans les 50 dernières années beaucoup de produits qui ne sont pas bons pour la biodiversité. Et on ne pourra pas rester, je rappelle, on fait tous partie de la biodiversité ici. En tant qu'être humain, on n'est pas au-dessus de la nature, on fait partie de la nature. Donc le fait de perdre de la biodiversité, c'est forcément pas bon pour la continuité éventuellement même de la race humaine. Et on mourra probablement de biodiversité, de manque de biodiversité, avant de mourir de changement climatique. Donc ça, c'est quelque chose de très important. Et puis, le dernier impact de l'agriculture, c'est l'utilisation de l'eau. L'agriculture, c'est le premier utilisateur d'eau potable au niveau mondial. Et comme on le sait, en ce moment, effectivement, on a peut-être un peu trop d'eau, mais en moyenne, aujourd'hui, on a de moins en moins facilement accès à de l'eau. Peut-être pas en ce moment en France ou en Europe, mais au niveau mondial, c'est de plus en plus difficile de pouvoir utiliser de l'eau potable. Donc c'est vraiment un véritable sujet. Donc ça, c'est, je dirais, les 4 piliers de l'agriculture régénératrice. Et donc, un certain nombre de groupes, et ils sont volontairement pas forcément toujours autour de la table, ils le sont volontairement pas. J'ai pris un extrait de 4 sites web de 4 groupes agro-industriels. Et ces 4 groupes agro-industriels, en première ou en deuxième page de leur site web, parlent tous d'agriculture régénératrice. C'est un concept qui a été développé à l'origine aux États-Unis, mais qui s'implante à peu près partout, qui est un concept qui a été poussé à l'origine par les groupes agro-industriels. Et pourquoi donc ils travaillent sur ces sujets-là? Et pourquoi ils veulent faire changer les agriculteurs en termes de manière de fonctionner? Tout simplement parce qu'aujourd'hui, ils sont confrontés à court terme à des problèmes de réglementation. Et on sait très bien que la réglementation de type CSRD, les engagements volontaires de type SBTI poussent
les agro-industriels, mais également l'ensemble de leur supply chain, aller dans la direction d'une agriculture plus durable. Ça, c'est le premier impact, c'est la première conséquence, et on en parlera tout à l'heure avec Camille, avec Nicolas. Le deuxième impact, c'est qu'aujourd'hui, leurs clients, c'est-à-dire les distributeurs, leur demandent de plus en plus de prouver qu'ils sont en train de réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Par exemple, Carrefour, pour pas citer la société ici, Carrefour a demandé en 2024 à son top 100 des suppliers de leur fournir leur trajectoire de réduction d'émissions de gaz à effet de serre et avec la possibilité de déréférencer ces agro-industriels s'ils n'est pas capable de fournir ce genre de choses. Donc on en parlera également. Et puis la dernière pression, et je pense que c'est la plus importante, c'est qu'en moyenne, sur les différentes dernières années, le rendement à l'hectare commence à baisser pour certaines cultures. Et donc, il faut que l'ensemble de la supply chain agricole commence à aller dans une direction de résilience, donc d'être capable de conserver des rendements sur les différentes parcelles de production, parce que quelque part, si on veut pouvoir nourrir la planète, et on sait très bien qu'aujourd'hui la population augmente, il faut qu'on puisse conserver au minimum ces rendements à l'hectare. Donc pour toutes ces raisons, effectivement, un certain nombre d'agro-industriels se sont engagés dans des projets de ce type-là. Et c'est pour ça que quelque part, donc, on a ce projet qu'on va vous présenter. Ce n'est pas juste des projets, on n'a pas d'agriculteurs dans la présentation, mais ces projets sont essentiellement basés sur les agriculteurs. Parce qu'aujourd'hui, l'impact, si on prend l'impact au CO2, typiquement, l'impact au CO2 de Bunge, par exemple, il est un petit peu dans les usines de transformation, mais il est entre 60 et 80% chez l'agriculteur quand il produit du blé, du colza, des betteraves, de l'orge, etc. Donc il faut véritablement que l'ensemble de la supply chain, la value chain, soit engagé dans le sujet. On va commencer par une vidéo donc, qui présente le projet par le biais d'EIT Food. Hello everyone, thank you for having me to this very exciting event. My name is Cameron Davis and I lead the Lower Silesia 360 project from the EIT Food perspective. I will try and keep this brief because I know we have a lot to get through. For those of you who don't know, EIT Food is Europe's largest food innovation community. We have a mandate to drive the adoption of healthy and sustainable and safe diets in Europe by leveraging public and private co-funding to deliver projects in a range of different areas, one of which, and a major growth area, is regenerative agriculture. EIT Food, qui est une organisation financée par la Commission européenne, a monté ce projet, donc, on appelle le projet 360 Lower Silesia, donc, qui est en Pologne, a fédéré donc 4 agro-industriels pour travailler sur un projet commun avec un certain nombre d'agriculteurs. Donc, on va passer la parole à Nicolas. Nicolas, si tu as le micro, donc tu peux peut-être déjà nous introduire rapidement ce que c'est que Bunge, et puis ensuite, dans un deuxième temps, comment fonctionne, quelle était votre implication dans ce projet ? Merci François pour l'invitation. Donc moi je représente Bunge, donc une entreprise d'agri-food. On est à peu près 30 000 personnes. On a véritablement une présence mondiale. On est à la base un groupe américain, présence sur l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, en Europe également, et également une partie en Asie, puis Australie et Nouvelle-Zélande. Sur ce projet-là, notre vision chez Bunge, c'est vraiment de connecter les fermiers avec nos clients sur différents types de secteurs. Sur le secteur de l'alimentaire, on parle des 3 F, du food, feed et du fuel, et d'essayer de connecter et d'avoir cette possibilité de grandir des projets d'agriculture régénératrice dans les différentes parties du globe et de trouver la demande équivalente. Donc ça, voilà, c'est la partie de qui est Bunge.
je ne sais pas si après, tu avais un autre... ça vous représente un petit peu les différentes usines qu'on a dans le monde. On vient également d'une acquisition de Viterra, qui était principalement sur les céréales, hein, donc sur les céréales blé et maïs. Blé en l'occurrence, qui est une des cultures qu'il y a dans le projet de Lower Silesia, sur lequel on va travailler. Et nous, à la base, Bungi est une entreprise de oilseed, donc véritablement de colza, tournesol et soja et huile de palme. Donc voilà, ça situe un petit peu qui on est dans ce projet. Au niveau Regenag, peut-être intéressant aussi de dire comment on agit, nous, chez Bungi, dans les différents continents. On a une vision d'avoir quasiment 600 000 hectares en 2026 sur la partie brésilienne. Donc ça, c'était véritablement depuis 3 ans une volonté du groupe de grossir. Là, on avait les meilleures connexions avec nos fermiers. On est à peu près à 120 000, 150 000 sur l'Amérique du Nord et également en Europe, dans différents pays, donc principalement en Hongrie, en Pologne. Et on a commencé des projets en Italie, en Espagne. Et notre vision, c'est véritablement de grandir les projets d'agriculture régénératrice dont parlait François avant. Et je pense de pourquoi on voulait se lancer dans cette agriculture-là. Principalement, le sol, on en a parlé, 60% des sols dégradés. Moi, il y avait un chiffre, je pense qu'on en parle beaucoup autour de nous. On travaille sur un capital sol au niveau mondial de 30 cm sur lequel on cultive tout. Ces 30 cm, 1 cm est fabriqué par la nature tous les 150 ans en moyenne. Et on perd à l'heure actuelle un capital de 1 cm tous les 10 ans. Ça met juste aussi peut-être un chiffre, je pense, qui est important. Et pourquoi on agit sur ça ? Parce que je pense que l'agriculture régénératrice permet, on va dire, de soutenir les solutions qui gardent notre capital sol. Merci Nicolas. Donc, mais Camille, peut-être que tu peux nous expliquer également qui est Malte Europe et en quoi vous êtes votre intérêt à être rentré dans le projet Lower Silesia. Bonjour tout le monde. Tout d'abord, merci François de nous avoir invités à cette table ronde sur notre projet en Pologne. Malte Europe, en quelques mots, on fait partie essentiellement de la filière orge, malte, bière, donc de la filière brassicole pour une grande partie de notre production, également une partie whisky. En quelques chiffres, pour ne pas vous assommer avec beaucoup de chiffres, en quelques chiffres, il faut savoir que 2000 bières par seconde dans le monde sont bues avec notre malt. Donc ça fait quand même c'est assez important. On fait partie du top 3 des malteurs au monde. Donc on est présent dans 13 pays un peu partout dans le monde. Donc on va rejoindre un peu les pays de Bungi. Donc c'est-à-dire qu'on va être États-Unis, Canada, Mexique, beaucoup d'usines également en Europe, en passant par la France, l'Espagne, le Portugal, mais également ce qui va être Allemagne, Pologne, Ukraine, Russie. Et on est également présent en Chine, Australie et Nouvelle-Zélande. Donc voilà, on a vraiment un rayon mondial dans notre activité. Et donc nous, dans... Vos clients, oui, peut-être. C'est ça. Nous, en termes de clients, donc comme je vous disais, une grande partie va être de la filière brassicole. Donc sur la gauche, vous avez, pas mal de logos de nos principaux clients. Donc vous allez notamment reconnaître Heineken, AB InBev, Asahi, qui vont faire partie des grands acteurs, on va dire, du marché brassicole. Mais on a également des crafts, on va dire, des brasseries, de taille un peu plus restreinte, une visibilité plutôt nationale, voire locale, qui nous accompagnent également dans ce type de projet. Et alors, pour Malte Europe, c'est quoi l'agriculture régénératrice ? Alors, pour Malte Europe, au niveau de l'agriculture régénératrice, ce qu'il faut, c'est déjà de se dire, c'est qu'on n'a pas, attendu seulement la Pologne pour commencer. Nous, déjà, au niveau de l'agriculture régénératrice, on parle du climat, forcément, c'est quelque chose qui est important à mesurer, mais on n'a pas seulement le climat. Quand on parle à des agriculteurs, on a également besoin d'avoir cette vision au niveau du sol, de la biodiversité. On parle également d'efficience de l'eau. C'est vrai qu'en France, sur la culture de l'orge, ce n'est pas forcément une principale priorité, mais si on réfléchit par exemple à un de nos pays producteurs comme le Mexique, la plupart de notre zone de sourcing va être irriguée, donc c'est vraiment important pour nous de faire attention à cette thématique, et également la partie sociale. C'est vrai que c'est bien de parler du sol, c'est bien de parler de la biodiversité, d'avoir des KPI, comme on aime le dire, de la donnée. Mais si on n'a plus d'agriculteurs, on ne peut plus avancer dans l'agriculture régénératrice. Donc ça reste un pilier
très important pour nous. Quelque chose que je n'ai pas mentionné, mais Malte Europe donc a été créé dans les années 1960 par la coopérative Vivesia, qui est basée en France. Donc pour nous, c'est vraiment important d'avoir les agriculteurs au cœur, parce que nos racines viennent de la coopérative. Et donc du coup, pour nous, pourquoi on fait partie du projet polonais? C'est vrai qu'on avait des engagements, notamment SBTI, donc à l'échelle de l'entreprise. On a également lancé dans les années 2021 des programmes autour du bas carbone, notamment en Pologne. Et pour nous, ça faisait sens de parler, comme je l'ai dit au début, pas seulement de carbone, mais on va dire d'ajouter également la partie climat, santé des sols, et pas non plus parler que de l'orge, parce que c'est vrai qu'à l'échelle de l'agriculteur, on ne parle pas que d'une parcelle, mais on parle de toutes les cultures. Donc c'est pour ça que pour nous, c'était important de rejoindre le consortium, notamment avec toutes les personnes autour de cette table, pour avoir l'entièreté de la rotation. Merci Camille. Donc on n'a pas PepsiCo et on n'a pas Viking Malt autour de la table aujourd'hui, mais ils font également partie des 4 agro-industriels qui sont dans le projet Lower Silesia. On va passer maintenant peut-être aux sociétés qui apportent des solutions dans le cadre de ce projet. Donc on va commencer par toi Guillaume, Guillaume de Maizy Farm. Alors Maizy Farm, vous l'aurez compris, on est dans le consortium MRV. On est un petit peu l'acteur tech en fait de ce consortium. Maizy Farm, on est une entreprise d'édition de logiciels avec une mission qui est très claire, qui est de faire en sorte que l'agriculture durable soit crédible, mesurable et déployable à grande échelle. Donc pour ça, en fait, on va outiller ces programmes, on va mettre en place une plateforme de MRV qui va permettre justement d'accompagner ces filières, ces programmes dans la mesure, ce qu'on va appeler le MRV, donc mesurer, rapporter et vérifier en fait l'impact, les indicateurs qui sont calculés dans le cadre de ces programmes. Aujourd'hui, Maizy Farm, c'est une plateforme qui est, je pense, vous le voyez sur l'écran, déployée de manière, on va dire, directe ou indirecte sur tout un tas de pays et de régions dans le monde. On va travailler donc sur des programmes plutôt d'insetting de filières, comme le programme qu'on présente aujourd'hui sur un programme d'agriculture régénératrice, mais aussi sur des programmes plutôt de carbone, de porteurs de projets carbone, comme ça a pu être présenté plus tôt aujourd'hui. Maizy Farm, ça reste une équipe aujourd'hui d'un peu plus de 25 personnes, principalement des ingénieurs agronomes ou des développeurs informatiques. Donc on va dire une équipe de geeks spécialisés sur l'agriculture régénératrice. Donc voilà, notre mission, ça va être dans ce projet vraiment de faire en sorte que le programme soit déployé de manière efficace, efficiente, sur toute la chaîne en fait, de MRV. On apporte vraiment l'infrastructure digitale. Voilà. D'accord, et donc le consortium n'est pas uniquement constitué de Maizy Farm, mais donc Maizy Farm, vous êtes associé avec d'autres acteurs. Donc on a Secana, donc on va essayer de passer la deuxième vidéo. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Claire Lagier et je travaille pour Secana. Donc pour vous en dire un peu plus sur Secana, nous sommes une start-up basée à Berlin en Allemagne. Et depuis 2020, nous travaillons sur la modélisation statistique et biogéochimique du carbone organique dans les sols agricoles. Nous travaillons donc depuis bientôt 6 ans sur nos modèles de machine learning qui nous permettent de quantifier précisément le carbone sur les fermes qui travaillent avec nos clients et aussi de réaliser des plans d'échantillonnage stratifiés optimisés et des études de faisabilité. De plus, depuis l'an dernier, on peut aussi quantifier grâce à nos modèles les changements dans les niveaux de carbone dans le temps grâce à nos cartes digitales de sol ou Digital Soil Maps. Secana a donc des projets en cours ou déjà livrés dans le monde entier, dans plus de 20 pays, et sous plusieurs standards et systèmes de certification qui incluent par exemple le GHG Protocol et les méthodologies les plus importantes dans le marché du carbone, comme par exemple le VM42 de Verra et le SOC Framework Methodology de Gold Standard. Récemment, nous avons aussi eu le plaisir de contribuer à la mise à jour de plusieurs méthodologies et à l'élaboration de leurs exigences techniques, comme par exemple la version 3 de VM42 et la méthodologie européenne CRCF. Nos clients actuels incluent donc par exemple Danone, BASF, Bayer, mais aussi des clients comme L'Homme Bio et Gaiago, que vous connaissez probablement puisqu'ils travaillent en France. Au sein du projet dont il est question ici, le rôle de Secana est de mettre notre expertise en carbone du sol au service des objectifs carbone du projet. Donc, nous nous occupons de recueillir les objectifs des 4 entreprises participant au projet en matière de séquestration de carbone, puis de mettre en place un système efficace pour mesurer les niveaux initiaux de carbone dans les fermes participantes grâce à un design stratifié d'échantillonnage du sol.
Et enfin, nous utilisons ces données mesurées sur le terrain, ainsi que d'autres données liées aux pratiques et aux cultures en place sur les fermes, pour réaliser la modélisation annuelle du carbone organique fixé dans les sols du projet, grâce à l'introduction des pratiques agricoles régénératrices. Enfin, nous sommes aussi responsables de l'élaboration du système d'allocation des removals aux 4 entreprises participantes, ce qui représente un levier important de financement des changements de pratiques agricoles, en permettant à ces entreprises de présenter et justifier de manière scientifique aux parties prenantes et au grand public les résultats de leurs actions et de leur implication sur la séquestration de carbone. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions à rentrer en contact avec nous et je repasse la parole à mes collaborateurs. Merci Claire, même si la distance, on vous laissera ses coordonnées à la fin de la présentation si vous lui adressez directement des questions. On va passer au local de l'étape, si je peux dire, le local polonais de l'étape, donc avec Biosphère. Donc Biosphère qui est le partenaire local qui va travailler directement avec les agriculteurs. Donc Lucas, tu peux nous présenter en quelques mots Biosphère. Enchanté, merci pour l'invitation et ravi aussi de voir qu'il y a autant de monde qui s'intéresse à ces sujets d'agriculture génératrice. Donc Biosphère, on est une entreprise française, on est le local de l'étape parce qu'on a eu un très fort développement international les dernières années. Ça a été vraiment le sujet de développement et de déploiement, et pour répondre notamment aux attentes de nos clients qui pour la plupart sont des industriels de l'agroalimentaire, du monde de la cosmétique, du luxe, des vins spiritueux, des coopératives, des traders, etc., qui souhaitent développer et déployer l'agriculture génératrice sur leur chaîne de valeur. Et donc on accompagne techniquement ces entreprises, mais surtout les agriculteurs qui font partie de ces chaînes de valeur au développement et au déploiement de l'agriculture génératrice. Donc aujourd'hui, on est à peu près 65 personnes, une grande majorité d'agronomes de terrain, dont le travail principal, c'est de faire du diagnostic de ferme, de la création de plans d'action, de l'accompagnement, du support technique et agronomique en cours de saison. Et il s'avère que vu qu'on travaille avec ces grandes entreprises, on a aussi un besoin de gérer toute cette partie de reporting, donc de factualisation aussi de ce qu'est l'agriculture génératrice, de factualiser aussi l'impact des programmes et des plans d'action qu'on met en place sur le terrain. Et on est notamment les locaux de l'étape, effectivement, même si je ne suis pas moi-même polonais, mais je représente aussi l'équipe polonaise. Donc on a 8 agronomes en Pologne aujourd'hui qui gèrent nos différents projets et qui sont au quotidien sur notamment ce projet en Basse-Silésia en Pologne. Voilà. Et avec alors, la particularité. Ça correspond à quoi alors dans la pratique votre action? Je vais peut-être passer le slide si j'y arrive. Slide d'après. C'est comme d'habitude. Tout à fait. Dans la pratique, déjà, on fait partie du consortium MRV. Donc, en fait, on travaille ici dans un grand consortium d'acteurs au développement de l'agriculture génératrice. On a peut-être une vision aussi de l'agriculture régénératrice qui est très importante et qui est basée sur 2 piliers qui sont extrêmement principaux. Le premier, c'est évidemment le pilier de la régénération en tant que tel, c'est-à-dire régénération de l'écosystème, régénération environnementale, mais aussi un pilier de régénération agronomique. Il faut qu'on aille chercher de la performance dans les systèmes de culture. Et cette performance, elle doit se traduire en différents indicateurs qu'on appelle dans le cadre de ce projet les co-bénéfices, mais c'est les indicateurs en fait liés à la biodiversité, à la santé des sols, au cycle de l'eau, à la partie socio-économique, etc. Mais on a un deuxième pilier qui est extrêmement fondamental et qui en fait est la clé pour pouvoir passer à l'échelle à un moment donné de l'agriculture génératrice, c'est le pilier économique. Donc c'est le ROI, le retour sur investissement. Il faut qu'on ait des plans d'action et des pratiques agricoles qui permettent d'avoir un retour économique aux agriculteurs des pratiques qui sont mises en place. Et donc sur l'ensemble de nos projets, on travaille vraiment sur ces 2 piliers. Et il y a du coup un enjeu très fort de factualisation en euros à l'hectare, en temps de travail à l'hectare des plans d'action qui sont mis en place, comparé aux itinéraires techniques de départ. Et donc dans le cadre de ce projet, nous on s'assure de toute la méthodologie et du suivi de ces entre guillemets co-bénéfices, donc tous les aires d'impact qui se trouvent à côté du carbone, avec différentes méthodologies et l'accompagnement du coup des structures partenaires du projet sur ces thématiques-là. Merci. Merci Lucas. Concrètement, le projet, là, il est résumé en 4 points. Qui est-ce qui veut se lancer pour expliquer par exemple, on parle de Landscape Initiative. Peut-être, puisque tu as le micro, Lucas, peut-être que tu peux nous expliquer ce que ça recouvre, cette Landscape Initiative. Oui, tout à fait. Bon. Qu'est-ce que ça a d'innovant par rapport à d'autres projets ? La traduction littérale de Landscape, c'est paysage, mais aujourd'hui, dans ce genre de projet, on va surtout parler de paysages d'acteurs, notamment de consortiums. Et c'est, je pense, un des intérêts majeurs de ce projet, c'est qu'aujourd'hui, on arrive à réunir plusieurs entreprises qui ont des besoins en termes de sourcing de culture qui sont différents, mais dans un bassin d'approvisionnement qui est identique. Donc on va avoir aussi un consortium d'acteurs privés, d'acteurs publics avec EIT Food qui représente la Commission européenne, et un consortium aussi de solutions qui vont permettre aussi de rendre ces projets possibles.
Donc aujourd'hui, c'est ces organisations-là qui nous permettent de pouvoir passer à l'échelle de l'agriculture génératrice, puisque dans la démarche technique, on travaille toujours à l'échelle de la ferme. Je vous disais tout à l'heure que le pilier économique et la factualisation économique est centrale, mais on ne peut arriver qu'à ça qu'en travaillant à l'échelle de la ferme. On ne peut pas le faire en se focalisant sur une culture spécifique. Et pour ça, il faut qu'on puisse réunir aussi les acteurs qui vont du coup sourcer les différentes cultures au sein de la rotation dans le cas des cultures annuelles. Et donc, c'est ce genre de projet qui permet aussi le déploiement à l'échelle de l'agriculture génératrice. Et c'est la démarche de fond technique, agronomique, qui nous permet ensuite de déployer dans le temps ces pratiques et de s'assurer que ce qu'on fait sur le terrain est pérenne et que ça permet de répondre à la fois aux objectifs de ces grandes entreprises, mais aussi aux objectifs terrain très concrets, quotidiens des agriculteurs sur les zones d'approvisionnement. Donc voilà, et très ravi de faire partie de ce consortium parce qu'aujourd'hui, c'est vraiment la clé pour pouvoir déployer des projets vraiment à l'échelle sur les différents territoires, en l'occurrence la Pologne, mais c'est le cas aujourd'hui sur tous les différents pays de l'Union européenne et même en extra-européen aujourd'hui. Merci Lucas. Un petit commentaire sur le projet, peut-être Nicolas. J'imagine que parmi les 4 cultures qui sont impactées, quelle culture vous intéresse plus particulièrement chez Bunge? Alors nous, chez Bunge, on est on est à la base donc une entreprise d'huile. Donc on est véritablement sur le colza dans ce projet-là. Et également via Viterra, on a commencé comme 2 entreprises séparées à l'intérieur de ce projet-là. Eux venaient sur le blé. Et du coup, maintenant, on travaille sur ces 2 cultures-là. Donc ces 2 cultures sur 4 types de cultures représentatives de la basse Silésie, si on y rajoute le malt et également la partie betterave sucrière. Donc du coup, nous, on a une grosse partie, on va dire, d'un point de vue même nombre d'hectares relatif à ce projet. Je crois que c'est un projet qui est environ de 25 000 hectares sur 3 ans. Donc un projet relativement important. Et je crois que ça a été mentionné vraiment plusieurs fois avant. Nous, notre volonté de participer à ce projet-là est véritablement un aspect méthodologique, robustesse, on va dire, d'être sûr qu'on parle la même chose au niveau des différents corporates. Et également de passer à l'échelle. Parce que pour l'instant, on a beau être chacun des grosses entreprises dans l'agroalimentaire, je pense qu'en fait on n'y arrivera jamais seul. Et ce qu'on voit là, c'est exactement ce que disait Lucas, hein, c'était d'être complètement sur l'intégralité du cycle de rotation et de permettre des revenus additionnels pour les fermiers et également d'agir et de passer à l'échelle en 3 années avec des fermiers qui travaillent, je pense, avec vous et avec nous. Donc ça, c'est véritablement un des points forts du projet. Bon, Camille, j'imagine que chez Malte Europe, on est plus particulièrement intéressé par l'orge. C'est ça. Alors nous, on va avoir vraiment un focus sur l'orge brassicole. Mais pour rejoindre ce que Nicolas a pu dire, l'accompagnement agriculteur, c'est vraiment quelque chose d'important pour nous. Comme j'ai pu le dire, on va dire en introduction, on parle beaucoup de carbone, beaucoup de climat. Mais pour l'agriculteur, ça ne fait pas forcément sens quand on lui parle de tonnes de carbone, alors que quand on va lui parler de santé des sols, de biodiversité, là, ça va commencer à résonner chez eux. Donc c'est vraiment important pour nous. Et comme je l'ai pu mentionner, je pense que nos origines avec la coopérative Vivesia nous aident, mais on a vraiment, on va dire, l'ambition de mettre l'agriculteur au centre de nos projets et vraiment que ça, on va dire que ça leur rende service, que ce n'est pas des contraintes additionnelles qu'on leur met, mais vraiment un plan d'action qu'on construit ensemble pour les aider à, on va dire, à améliorer la santé des sols, améliorer forcément les émissions de CO2, mais santé des sols, biodiversité, qui est vraiment quelque chose qui résonne pour eux. Merci Camille. On va passer à la prochaine vidéo avec Cameron qui va nous expliquer un peu le programme en lui-même. So we've already heard a little bit about the Lower Silesia 360 project, so I won't dive deeply into this project details. But you can see a slide summarizing the project on the whole. I'd like to draw particular attention to the timeline at the bottom, because I know that the other parties will go into their roles a little bit more. So in 2025, we basically onboarded the service providers and finalized the project plan for the project, with 2026 being the first year of on-the-ground work beginning. So we are currently finalizing our MRV methodology, with 2026 also involving the onboarding and training of 50 farmers and taking of soil samples and the baselining for the environmental impact of the project.
In 2027, we plan to recruit an additional 70 farmers, meaning 120 overall, with 170 farmers being the eventual project goal by 2028, up to roughly 20,000 hectares of agricultural land in transition. Finally, in Q1 of 2029 is when we will deliver our final report for the project, summarising all of the progress made. And we hope to then see the project continue after that, in whatever form that may be. Merci, merci Cameron à distance. Peut-être Guillaume, tu peux nous commenter les différents impacts du projet directement, à moins que Lucas, tu veux le faire? Ok. Ouais, tout à fait. Donc, c'est nous qui nous occupons de la partie co-bénéfice sur ce projet. Vous l'aurez compris, donc Secana s'occupe plutôt de la partie factualisation des sujets carbone. Mais aujourd'hui, donc, on a découpé le projet en différentes aires d'impact, qui sont les aires d'impact classiques qu'on retrouve dans ce genre de projet. On a évidemment le climat, donc sur le sujet du carbone, émissions, séquestration, mais on a aussi évidemment la biodiversité, la santé des sols, la performance socio-économique, qui est extrêmement clé, je vous en parlais tout à l'heure, l'eau et le sujet de l'air notamment. Et donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on est parti déjà des besoins en termes d'indicateurs de chacune des entreprises du consortium. Et ensuite, on est allé se connecter à différents référentiels externes qui existent aujourd'hui, que ce soit le GHG Protocol, l'ILSRS, ou que ce soit des initiatives autres sur les sujets d'agriculture génératrice, comme la Site Platform, par exemple. Et ensuite, le travail qu'on a fait, c'est de découper chacune de ces aires d'impact dans leurs composantes. C'est-à-dire, si on va voir le sujet de la biodiversité, on va aller chercher des informations sur la pression faite sur la biodiversité, notamment liée par exemple à l'utilisation des produits phytosanitaires et des pesticides. On va aller chercher aussi une question de diversité des habitats. On va aller chercher l'organisation spatiale et temporelle de ces habitats au sein des différentes fermes. Et ça nous permet ensuite de dériver de ces composantes des indicateurs qui nous permettent de suivre l'impact des systèmes actuels, mais aussi des systèmes et des plans d'action qui sont mis en place dans le cadre de l'agriculture régénératrice. Et c'est la même logique ensuite qui est déployée sur chacune des aires d'impact. Donc c'est le cas sur le sol, par exemple, où on va aller chercher des informations sur la couverture des sols, sur des bilans humiques, donc de la restitution de matière organique, de carbone dans les sols. On va aller chercher des informations sur la perturbation via des intensités de travail du sol, par exemple. Et tout ça, encore une fois, ça nous permet de dériver des indicateurs qui sont pertinents et qui sont couplés du coup à cette partie socio-économique où on va encore une fois factualiser les itinéraires techniques en euros à l'hectare et en temps de travail à l'hectare. Et encore une fois, j'insiste là-dessus parce que c'est vraiment un élément clé. Ce sont ces éléments qui font qu'on va arriver à avoir des itinéraires techniques qui vont être pérennes dans le temps et qui ne vont pas simplement dépendre du bon vouloir d'entreprises comme Bunge, comme Malterop qui sont présentes, mais aussi parce que c'est des pratiques et des plans d'action qui font sens directement d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue économique pour les agriculteurs. Il n'y a que comme ça qu'on arrive à la fin à avoir des choses qui soient pertinentes, qui soient acceptées et qui soient déployées à l'échelle, encore une fois en termes spatial, mais aussi en termes temporels dans le temps, sur ces pratiques d'agriculture régénératrice. Et concrètement, comment ça se passe avec les agriculteurs? Vous allez sur le terrain, vous avez des acteurs qui vont sur le terrain, qui vont les former, les interviewer, récupérer leurs données. Comment ça se passe sur le terrain? Tout à fait. Ici, dans le cas du projet avec EIT Food et les entreprises qui ont été citées tout à l'heure, on a des implémenteurs locaux polonais qui font le travail quotidien avec les agriculteurs, qui vont notamment s'occuper de la récupération de la donnée, qui est évidemment un enjeu clé aujourd'hui, on en parle beaucoup. Ces projets demandent de l'acquisition de données. L'acquisition de données demande du temps. Et aujourd'hui, ce sont les implémenteurs locaux donc qui s'occupent de cette acquisition de données, notamment au moment du diagnostic des fermes en année 1. Diagnostic qui nous permet de faire les plans d'action concrets agronomiques, mais qui permet aussi de récupérer et d'alimenter ces différents indicateurs. Et donc nous, on travaille en partenariat avec cet organisme local sur notamment la factualisation, le support technique en lien avec ces indicateurs issus d'éco-bénéfices. Voilà. D'accord, et vous formez ou ces acteurs forment les agriculteurs également à l'agriculture régénératrice? C'est ça, et en fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on sort ici d'une vision uniquement centrée sur le carbone, qui a été le cas un petit peu des dernières années, mais déjà qui ne parle pas, ça a été mentionné par Camille tout à l'heure, qui ne parle que assez peu aux agriculteurs en fait, et surtout qui n'est pas connecté à des choses réelles. Aujourd'hui, avec ces indicateurs-là, on arrive à avoir des vrais indicateurs de performance environnementale pour les entreprises, mais aussi pour les agriculteurs, et pouvoir connecter ça directement avec les pratiques du quotidien, ce qui est observé. De la compaction des sols, c'est des choses très quotidiennes pour un agriculteur qui vont bloquer la capacité d'une plante à se nourrir, à aller chercher de l'eau, etc. Et c'est donc des choses aussi très concrètes. Et l'objectif de ces indicateurs, c'est vraiment de faire le lien entre le reporting des entreprises et des choses très concrètes de pilotage agronomique, de pilotage technique, qui nous permet ensuite, en cours de saison et en cours de programme, d'ajuster les pratiques, d'ajuster les plans d'action
pour qu'ils soient les plus pertinents possibles pour tout le monde, mais en avant-première pour les agriculteurs surtout. Oui, bien sûr. Et donc, concrètement, comment ça fonctionne? Tu peux nous montrer quelques exemples? On va essayer de passer les slides. Alors, comment on met ça en place? Normalement, on a un schéma qui va permettre de résumer un petit peu de manière high level, on va dire, l'infrastructure digitale. Mais la première étape, quelque part, c'est la collecte de données. Donc, c'est là où, en fait, MyEasyFarm, aussi, notre mission, c'est de limiter autant que possible la friction liée au besoin de collecter des données sur les exploitations. Donc, l'infrastructure digitale, elle se découpe vraiment dans ces 3 étapes-là. Au niveau de la collecte de données, la première étape, ça va être de valoriser autant que possible les données existantes sur les fermes. Donc, par exemple, en Pologne, on a les déclarations réalisées pour la PAC, qui va nous permettre de récupérer l'assolement des 3 dernières années. On va avoir évidemment une interface web qui va permettre aux implémentateurs locaux, mais aussi aux agriculteurs, de pouvoir collecter les données supplémentaires. Et on va valoriser également autant que possible des données qui sont publiques, spatialisées, des données sur le sol, des données également météo, voire des données également de sources comme le satellite. L'idée, c'est vraiment d'agréger ces différentes sources de données pour venir alimenter le MRV et venir ensuite alimenter donc, les calculs des différents indicateurs qui ont été présentés notamment par Lucas. La seconde étape, ça va être, dans le second temps, vraiment toute la partie calcul, parce qu'en fait, on va, une fois que Biosphère a défini justement les méthodes de comment on va calculer ces indicateurs, il faut le calculer, il faut mobiliser les données qu'on a pu récupérer sur la plateforme. On va aussi se connecter avec des outils externes, donc on utilise par exemple Secana sur la modélisation du stockage de carbone dans les sols. Et on va ensuite pouvoir agréger ces données, on va dire valorisées avec des indicateurs au niveau d'un tableau de bord. On va avoir des données agrégées qui seront ensuite valorisées justement pour Bunge et Malte Europe avec un tableau de bord, mais aussi des données qui sont auditables et qui sont prêtes justement à être auditées ensuite dans le cadre du projet. Oui, alors il y a une interface, donc elle est à la fois mobile classiquement ou directement sur l'ordinateur. Ce qui est important, c'est qu'elle est collaborative, c'est-à-dire que les partenaires locaux vont pouvoir aider, accompagner les fermes, accéder aux données des fermes sur la plateforme. Mais les agriculteurs ont aussi leur accès dédié pour facilement ajouter des pièces jointes, des fichiers comme les déclarations PAC directement dans la plateforme. La slide d'après, c'est une illustration de la cartographie du stock de carbone des sols des fermes avec l'hétérogénéité qui est produite par Secana, ce qu'on appelle la stratification, ce qui va permettre de positionner les analyses de sol justement dans le projet. Voilà, c'est ce que fait Secana, ils réalisent ces cartes d'hétérogénéité, ils vont ensuite venir vraiment positionner les analyses de sol pour que ça soit le plus représentatif et surtout réduire l'incertitude liée à la mesure du carbone dans les sols. D'accord. Et puis dans une 3e étape, j'imagine que vous regroupez les informations. Exactement, normalement le dernier slide c'est le tableau de bord, enfin un exemple de tableau de bord où on voit un petit peu la vue agrégée qui est justement accessible derrière à Bunge et Malte Europe et les autres acteurs pour consolider les informations des indicateurs mais aussi des pratiques pour pouvoir derrière faire leur reporting dans les cas des différents frameworks ou standards nécessaires. Cameron disait tout à l'heure que les rapports allaient sortir en 2029, mais j'imagine qu'il va y avoir des rapports quand même intermédiaires chacune des années en fait, c'est bien ça. Les rapports sont annuels, c'est-à-dire qu'à chaque fin de saison, on va générer un reporting de la campagne agricole, avec notamment des deadlines qui sont généralement autour de février pour ceux qui vont ensuite valoriser ces indicateurs. Donc voilà, annuellement, les tableaux de bord seront mis à jour avec justement un suivi annuel des indicateurs. D'accord, merci. Je vois le temps qui file un petit peu. On va garder un petit peu de temps pour des questions de la salle. Peut-être déjà, chacun d'entre vous, un petit mot pour dire comment vous vous sentez par rapport à ce projet, quelles sont vos premières conclusions. On va peut-être commencer par toi, Nicolas, si j'arrive à afficher le slide, mais un mot de conclusion par rapport à ça. Du coup, on avait préparé des mots de conclusion. Moi, je vais peut-être sortir du mot de conclusion préparé. Par rapport à ce qu'on s'est dit au fur et à mesure, c'est vrai que ça peut paraître technique. Ce que vous avez vu, la mécanisme, la méthodologie, les mots, le MRV, etc. Je pense que c'est intéressant de prendre un pas de recul aussi et de se dire ça représente combien en termes de carbone. On parle de 25 000 hectares, plus ou moins, on parle de 25 000 tonnes de carbone, de dioxyde de carbone économisé à l'année à peu près.
Je pense que ça représente aussi des personnes derrière. Et ça peut représenter à peu près l'empreinte de 2500 personnes annuelles. Si on part, une empreinte, c'est à peu près 10 tonnes de carbone par personne. Donc on parle de l'équivalent de 2500 personnes, ou alors en termes d'alimentation, de 12 000, 13 000 personnes à l'année. Donc ce qu'on fait a un impact réel d'un point de vue carbone. On va parler aussi d'éco-bénéfices, d'eau, de biodiversité. Mais je pense que si on regarde juste d'un point de vue très très concret, ce type de projet-là apporte une réduction carbone à nos clients, et ce qui est équivalent à une réduction qui peut être estimée, qui peut être assez importante. Donc je pense que c'est toujours intéressant d'avoir ce type de regard très factuel sur le type de projet qu'on met en place. Et puis dans le mot qu'on avait préparé, c'est au-dessus de toi, on avait dit qu'effectivement, Rheinland-Posphère sont les agriculteurs, donc ça me paraît évident que quelque part, en tant qu'agro-industriel et puis en tant que consortium, vous êtes là, quelque part au service des agriculteurs pour avancer dans cette direction-là. Et je crois que je le disais dans une conférence auparavant, les agriculteurs en moyenne, là c'est une statistique franco-française, puisqu'il y a eu une étude qui a été faite par le Shift récemment sur 20 000 agriculteurs, donc c'est pas quelques agriculteurs comme ça. Les agriculteurs en moyenne sont tous prêts à changer leurs pratiques pour aller vers une agriculture plus durable. Simplement, ils ont besoin de financement pour arriver à faire ce genre de choses, parce qu'on sait très bien qu'en ce moment, les comptes d'exploitation des agriculteurs ne sont pas forcément tous dans le vert, loin de là. Donc, quelque part, à travers des projets comme ça, c'est une manière de les aider, d'une part, à les former sur le sujet, à les accompagner, mais également à les rémunérer sur ce genre de choses. Un petit mot, Camille, sur la conclusion. Je vais essayer. Moi, si je peux me permettre de rajouter un petit mot, c'est par rapport à l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est vrai les agriculteurs sont vraiment au centre, et c'est important que toute cette collecte de données, on va dire, leur serve à implémenter leurs actions, à s'adapter en fonction des pratiques. Mais c'est aussi quelque chose qui est très important pour nos clients derrière. On va dire que nous, on a la chance d'avoir le contact direct avec l'agriculteur, donc on va dire qu'on va les croire quand ils vont mettre des pratiques, on va pouvoir aller le voir sur place. Mais pour nos clients, c'est beaucoup plus difficile de percevoir, on va dire, les améliorations ou les pratiques qui vont être mises derrière. Donc c'est pour ça que toute cette collecte de données et ce consortium est vraiment important pour intégrer l'ensemble de la chaîne de valeur. J'ai envie de la chaîne de valeur orge, bien sûr, mais pas que, l'ensemble de la ferme. Et vraiment, on va dire, de tous marcher ensemble vers la même direction et de se comprendre. C'est vrai que le milieu agricole, souvent, on a un peu du mal à communiquer. Les données, les datas qu'on peut collecter avec le consortium, c'est une manière de communiquer, on va dire, un peu plus simple. Les chiffres, tout le monde peut les comprendre. Donc c'est aussi très important pour nous d'avoir ce retour de données, même si on impose des deadlines des fois un peu serrés. Merci Camille. Un mot de conclusion, Guillaume? Oui, alors de notre côté, au niveau du consortium MRV, on ne l'a pas forcément décrit dans le détail, mais je dirais qu'on a identifié un gros besoin d'harmonisation, et on appelle ça presque de l'interopérabilité entre les différents standards et frameworks qui vont définir les critères, ou en tout cas les besoins en termes de reporting justement des acteurs comme Bunge et Malte Europe. Donc on a vraiment le besoin d'avoir une infrastructure MRV qui permet cette interopérabilité, où on va devoir travailler l'harmonisation et où on aura besoin de données robustes justement pour apporter de la crédibilité en fait à ces programmes. Les gars, un mot? Et pour ma part, la conclusion se fera sur l'approche paysage, donc le fait d'avoir plusieurs acteurs autour de la rotation, des acteurs publics, des acteurs privés. C'est extrêmement clé. Aujourd'hui, quand on parle de transition vers l'agriculture génératrice, il y a deux risques principaux pour les agriculteurs. Il y a un risque technique, c'est le risque de se planter, de faire des erreurs, de perdre du rendement, etc. Et du coup, un risque économique de la transition. Et aujourd'hui, ces programmes-là nous permettent aussi de connecter les agriculteurs avec leur chaîne de valeur. Et c'est ce qui fait aussi qu'on arrive à réduire ces risques, à avoir des agriculteurs qui sont accompagnés techniquement et accompagnés aussi dans le cadre de ces projets avec les acteurs de leur chaîne de valeur, pour pouvoir justement les embarquer plus facilement dans cette transition. Et encore une fois, faire en sorte qu'elle soit gagnante pour tout le monde. Donc s'il y a un mot à retenir aussi, c'est que cette approche de consortium entre plusieurs acteurs, c'est vraiment une des clés pour pouvoir passer à l'échelle l'agriculture génératrice sur les territoires nationaux et internationaux de manière générale. Merci Lucas. On va laisser le dernier mot à Cameron Davis, si on peut voir la prochaine vidéo. This project is one of the most exciting that we deliver because it's the beginning of a particularly high impact area for EIT Food. So the leveraging of public and private co-financing to deliver landscape level interventions is a new high priority area for the EU and for the EIT.
The Polish landscape is the second to launch after Navarra in Spain. But by the end of 2026, we plan to have 10 different landscapes launched in Europe, all of which involve different corporate partners and different service providers working on the ground to support farmers directly in the transition to regenerative agriculture, to unlock benefits in many different areas, particularly focused on carbon sequestration, greenhouse gas emissions, soil health, biodiversity, water quality, and farmer well-being. So I would recommend anyone who is interested in learning more or wants to potentially be involved in any of these landscapes to reach out to me, because I think this public-private partnership and landscape level interventions are really one of the best opportunities we have. That's truly groundbreaking. And I think the scale that can be achieved through this methodology and mechanism and the collaboration that it entails is super valuable for the food system in Europe. So I will leave it there. Happy to answer any questions and follow up. And thank you very much for joining the event. And thank you to our corporate partners and to MyEasyFarm, Biospheres and Sakana, and the rest of our service providers for being a critical part of this fantastic project. Thank you. Il nous reste quelques minutes pour prendre quelques questions. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle. Oui. Est-ce qu'on m'entend? Oui. Tout à fait. Clotilde Tronquet de l'Institut de l'économie pour le climat. J'ai une question quant aux ordres de grandeur financiers. Donc, si j'ai bien compris sur la slide de Cameron, donc le projet c'est 2,4 millions d'euros, dont 1,2 de public. Et donc, je comprends que le reste, ce sont les agro-industriels, les 4 agro-industriels qui contribuent pour le développement du programme de MRV, etc. Et il y avait écrit excluant les primes filières. Est-ce que vous avez des ordres de grandeur de ce que représentent ces primes filières dans le cadre de ce projet et des 4 agro-industriels? Alors à l'heure d'aujourd'hui, tout ce qui va être prime filière est vraiment discuté entre les agro-industriels entre eux. L'idée c'est d'harmoniser. On n'a pas encore défini exactement le montant des primes filières. Comme on l'a dit, le projet est vraiment en cours de construction. Donc dans les prochaines semaines, mois, on devrait se mettre d'accord. Mais l'objectif c'est vraiment d'harmoniser, l'approche avec les différentes filières et pas d'avoir un premium sur de l'orge très élevé et d'autres sur la betterave très faible. Voilà, l'idée c'est vraiment d'avoir une vision globale. Donc on n'a pas encore le chiffre exact, mais ça devrait bientôt arriver. Bonjour à tous. Baptiste de chez Purina. J'ai une petite question à vous poser. SAI-RTF, c'est du coup le Regenerative Together Framework qui est utilisé aujourd'hui de manière assez globale. Dans ce framework, pour ceux qui ne l'ont pas en tête, c'est des seuils qui se définissent par les agronomes locaux. Comment vous faites pour aligner ces seuils-là chez Biosphère? Comment ça fonctionne? Je sais qu'il y a aussi une sélection sur quelle thématique on travaille. Est-ce que c'est aligné avec les agro-industriels ou est-ce que c'est Biosphère qui définit de son côté Ouais. Effectivement, le SAI Regenerative Together Framework, il a une approche qui est un petit peu différente des grid KPI un peu classiques. C'est-à-dire que ce n'est pas simplement une liste d'indicateurs avec des seuils comme tu le mentionnais tout à l'heure. On a une première étape qui s'appelle le context analysis, qui est en fait principalement une analyse de risque qui est très liée avec ce qui est déjà fait sur la CSRD, sur les analyses de matérialité, qui va ensuite permettre de définir les aires d'impact prioritaires. Donc est-ce que c'est la biodiversité, est-ce que c'est l'eau, est-ce que c'est les sols, en fonction des thématiques, et ensuite de sélectionner des indicateurs qui permettent de factualiser ces impacts. Dans le cadre du programme, aujourd'hui, on a toute l'infrastructure de données et d'indicateurs qui permettent de couvrir ces aires d'impact. Ce qui veut dire que en fait, la seule étape à finaliser, c'est la mise la création finale à proprement parler du context analysis, donc de l'analyse de risque. Et une fois qu'on aura ça, on a tous les indicateurs qui permettent de répondre aux exigences de la SAI là-dessus, qui va principalement demander en fait de filtrer sur les aires d'impact qui sont les plus à risque, tout simplement. Mais effectivement, c'est un fonctionnement un peu différent des grilles habituelles. Ouais. Merci beaucoup. Et juste pour repréciser ma question, du coup, est-ce que c'est vous qui définissez les limites ou est-ce que c'est les agro-industriels qui travaillent avec vous? Ou est-ce que c'est les deux? Comment ça fonctionne? Aujourd'hui, parce qu'effectivement, la SAI n'a pas de seuil prédéfini. Donc aujourd'hui, on a un enjeu de mettre en place des objectifs avec les entreprises, avec les agriculteurs et ensuite de factualiser l'impact. Aujourd'hui, on est en cours de définition des objectifs. On a des seuils internes de performance. Nous, on a des seuils internes de performance agronomique qu'on va aller rechercher. Et ensuite, en fonction du projet, on va aller mettre en place les actions qui vont nous permettre d'aller chercher les seuils. Donc c'est encore en cours de définition sur cette partie-là. Mais aujourd'hui, nous, on se base aussi sur nos seuils de performance interne pour pouvoir mettre en place la suite du projet.
effectivement. Merci. Une autre question là-bas dans la salle. Oui, merci. Dominique Jonville, BSF. Donc, j'ai bien compris, c'est un projet très ambitieux en fait. Hein. Donc, on voit le côté carbone, agriculture régénérative. On voit que ça coûte aussi. Il y a un investissement qui est fait en fait par l'Europe. Je voulais savoir si vous aviez une visibilité, l'estimation en fait des coûts en fait du projet pour l'agriculteur. Est-ce que ça lui coûte quelque chose de s'investir en fait dans le projet et de voir aussi, deuxième question, c'est de savoir qu'est-ce qui va se passer pour l'agriculteur après 2029. Je peux donner des certains types d'éléments de réponse. Je pense que Camille déjà parlait de l'alignement au niveau des différentes entreprises sur la rémunération qui va être donnée vis-à-vis des agriculteurs. Je pense que déjà c'est très important parce que pour la première fois on a eu cette discussion-là en interne. Elle continue d'avoir lieu, donc c'est difficile de vous donner l'intégralité de la vision monétaire. Mais je pense qu'il y a déjà un point de vue où on peut déjà donner le point. On participe à 70% sur l'aspect des changements de pratique de l'agriculteur et 30% est basé sur la performance qu'il va amener. Je pense que ce type de split permet, en fait, on va dire, d'amener l'agriculteur à l'intérieur de ce projet-là, sur le long terme. Et ça correspond peut-être à votre deuxième question. Qu'est-ce qui se passe après 2028 ? Notre vision, c'est de continuer de grossir et de représenter l'agriculture génératrice après ce projet-là. Donc la vision est vraiment sur du long terme. On a des contrats dans certains pays, on a des contrats assez longs avec les agriculteurs qui peuvent aller jusqu'à 4-5 ans. Donc très clairement, pour vous donner un peu la vue, on voit véritablement à un horizon 5 à 10 ans de grossir véritablement ces différents types de projets-là en Europe et dans le monde. Merci. Encore une dernière question, éventuellement. Du coup, vous parlez d'engagement avec les agriculteurs, vous parlez de contrats avec les agriculteurs. Donc ces agriculteurs-là, pour être sûr, c'est des agriculteurs qui approvisionnent directement votre supply chain, ou est-ce que c'est un principe de mass balance? Comment ça fonctionne, cette répartition-là? Alors je vais parler d'abord pour, on va dire, ma chaîne de valeur. On n'a pas un contrat qu'on se partage entre les différentes entreprises, mais l'objectif, en tout cas chez nous, c'est quand même et pour une grande partie, de garder les agriculteurs dans notre chaîne de valeur. Mais c'est quand même deux choses différentes entre on va dire, entre le grain et la donnée. Mais l'objectif, c'est quand même d'avoir un impact dans notre chaîne de valeur. Donc plutôt échelle mass balance sur le fournisseur général, c'est ça? Enfin, ce que je veux dire, c'est pas de traçabilité sur le grain pur avec une ségrégation de silos. Non, tout à fait. Ok. Ce qu'on appelle de la chain of custody. Donc, l'objectif, c'est qu'il y ait un flux physique, mais pas forcément le grain qui soit suivi. Super, parce que j'imagine que, et ça fera bien la transition, je pense, j'imagine qu'aligner différents industriels avec ce principe-là, ça peut être compliqué. Donc, Alors c'est peut-être exactement pour dire ce que disait Camille. Du coup, on travaille en mass balance. D'un point de vue, nous, on a la traçabilité au niveau de la parcelle. Nos contrats sont faits avec les agriculteurs sur le type de culture. Donc, on va avoir un ensemble de contrats, en tout cas, qui va être fait d'un point de vue achat filière. Et je pense que ce qui est important, c'est de se dire, on n'a pas les volumes véritablement pour avoir une ségrégation complète d'un point de vue logistique, d'un point de vue silo, etc. La vision, c'est futur avec des volumes beaucoup plus conséquents d'arriver à avoir cette ségrégation-là. Je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises qui parlent beaucoup de la densité nutritionnelle également, qui est quelque chose d'importance, qui peut être amené uniquement avec un niveau de ségrégation. L'objectif n'est pas de voir ça actuellement, mais véritablement dans une vision encore de 5 ans avec un essor de l'agriculture régénératrice qui permettrait de mettre en place des logistiques véritablement séparées. Je pense que c'est la... Merci. Et si je peux me permettre de rajouter un truc, c'est vrai qu'en Pologne, la différence avec certains autres pays, comme on pourrait avoir en France, on a des coopératives. Donc quand on parle d'un projet, ça va être, on va dire, à l'échelle de la coopérative, comme on peut entendre parler du programme de transition de Vivesia. À l'échelle de la Pologne, il n'y a pas de coopérative. Donc en fait, c'est pour ça que c'est important, on va dire, de craquer un peu le système entre nous et d'avoir cette communication pour réussir à harmoniser au mieux, pas comme une coopérative parce que c'est pas du tout notre métier, mais harmoniser au mieux nos zones de sourcing pour optimiser l'agriculteur et avoir un son de cloche vers lui, quoi. C'est pour ça que c'est important d'avoir un consortium de partenaires. Merci à tous, d'abord aux intervenants. Merci Camille, merci Nicolas, Guillaume, Lucas.
Merci pour ceux qui étaient à distance, donc Cameron et Claire, pour votre participation. Et puis merci à tous pour votre écoute attentive pendant cette heure. Puis je pense que Nicolas, enfin l'ensemble d'entre vous va rester ici quelques minutes, donc ils peuvent répondre à vos questions plus directement. Merci à tous en tout cas, bonne journée et bon salon.